de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, c'est plus clair. Bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et nos invités. Voici le menu, le Média Mix pour commencer, l'essentiel de la semaine média en images et en 5 minutes. La télé-réalité en procès, les suites de l'affaire du SMS, ce sont les titres de l'actu média. Anniversaire d'un ange gardien, 10 ans que Joséphine alias Mimimati cartonne sur TF1. C'est presque trop beau pour être vrai, alors nous sommes allés en coulisses sur le tournage. Zoom cette semaine sur les livres qui crachent sur la télé. Mettre les pieds dans le paf, est-ce que ça soulage les auteurs? Est-ce que ça rapporte aux éditeurs? Enquête. Mercredi, grève historique de la télé et de la radio publique. 3000 personnes dans la rue. Comment financer l'audiovisuel sans pub? Le conseiller de Nicolas Sarkozy chargé du dossier, Georges-Marc Benamou, va répondre à nos questions dans quelques minutes. Sur le plateau de Plus Clair également, Véronique Jeunesse. Elle viendra nous parler de sa nouvelle vie de célibataire parisienne. C'est de la fiction. Julie Lescaut change tout. Vous retrouverez vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé. Cette semaine, Nathalie Renoux et Stéphane Rothenberg ont joué le jeu. L'Observatoire des séries, la télé des voisins et la Webzone avec une blonde au municipal. Voilà, on commence tout de suite par l'actu de la semaine. Résumé et mixé par Plus Clair, c'est le Média Mix, préparé par Christelle Robière et Théodore Bourdeau. C'est parti. C'est Quentin qui a remporté le 7e marathon variéto cathodique de TF1 devant 6 200 000 téléspectateurs. J'aimerais dédicacer cette victoire à ma maman. Pourtant, c'est le plus mauvais score pour une finale de la Starac. C'est clair, la Starac 7 ne restera pas dans les annales comme l'année la plus passionnante. Pourtant, même si l'audience affaiblit, elle n'a pas chuté. En gros, sur les primes, la Starac 7 a perdu près de 4% de part d'audience par rapport à l'année précédente, doublé parfois par les enquêteurs de NCIS sur M6. Mais peu importe, Nikos se lâchera encore l'année prochaine. Comment chanter, casser la voix sans se casser la voix? Puisqu'une Starac 8 est annoncée. Lundi, Estelle Denis a failli en perdre ses moyens. Dans 100% sans mag. Mais il n'y avait pas de quoi. 100% Mag, le nouveau magazine d'M6, diffusé tous les jours à 18h50, a fait un démarrage plutôt encourageant. Ça promet. Près de 8% de part d'audience sur les 4 ans et plus, a priori pas de quoi sauter au plafond. Un décor grand comme une salle de bain, des sujets de proximité. Mais à y regarder de plus près, le nouveau magazine d'M6 attire plus de 16% des fameuses ménagères en moyenne. Un paquet de patates. Est-ce que ça fait partie des légumes? Et près de 20% de jeunes, autres cibles chéries de la chaîne. Niveau info, Estelle était au top. Aujourd'hui c'est mardi, demain donc c'est mercredi. Reste à transformer l'essai de l'audience pour l'ex-animatrice de 100% foot. Examen de conscience au Nouvel Observateur. La semaine dernière, dans Plus Clair, Éric Routier, rédacteur en chef au magazine, avait justifié la publication sur le site internet de l'hebdomadaire du contenu d'un SMS que Nicolas Sarkozy aurait envoyé à son ex-épouse. Dans le magazine paru jeudi, Jean Daniel, le fondateur du magazine, a désavoué la diffusion de ce SMS. C'est une dérive, c'est un raté, un accident, c'est une erreur. C'est le titre de mon éditorial. Donc l'erreur, elle est le manque de contrôle. Voilà, donc ça veut dire que vous allez contrôler plus ce qui Oui, on s'écrit va être plus sur vigilant. Une affaire qui a suscité les foudres de la nouvelle première dame de France dans l'interview exclusive qu'elle a accordée à l'Express cette semaine. Si ce genre de site avait existé pendant la guerre, qu'en aurait-il été des dénonciations de juifs? Depuis, elle s'en est excusée. C'est une ignominie. Oui. Ignominie, intolérable, scandaleux. Je le lui ai dit. Il m'a dit, je vous promets de rectifier, elle a rectifié. Oui. Et de manière fort explicite, et je dois dire élégante. Reste la plainte que Nicolas Sarkozy a déposée au pénal contre le Nouvel Observateur. Si Sex and Son, ne vous fiez pas aux apparences, il s'agit bel et bien d'un vrai travail. Ça fait du bien. Mardi, la Cour d'appel de Paris a donné raison à 3 anciens participants de l'île de la Tentation en requalifiant le contrat qui les liait à Glem Productions en contrat de travail. Résultat ? Chaque participant de 2003, enfin mes trois clients ont obtenu plus de 27 000 € chacun. Un joli magot qui tente aussi d'autres plaignants, comme Roberto, qui a participé à l'émission en 2005. Il estime que même si son maillot de bain faisait office de bleu de travail, c'était du sérieux. Dès le premier jour, je me suis senti comme un employé. C'est comme un employé, puisque on me demandait de me lever à telle heure, de me coucher à telle heure, de participer à toutes les activités. Vous aviez l'impression de faire plus de 35 heures par semaine? Oh mais largement plus, 35 heures, on les faisait en 2 jours. Et il y a de quoi révolutionner la façon dont on tourne ces émissions.
À partir du moment où ils bénéficient de la législation sociale, tous les participants vont bénéficier des droits afférents à la législation sociale. Interdiction d'être filmé 24 heures sur 24. Respect de la vie privée. Droit de grève. Repos compensatoire. Il me semble que c'est inconciliable avec le concept de l'île de la tentation. Des baisers payés en heures sup, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Du coup, les dossiers d'anciens candidats, des colocataires, de Popstar ou de Koh-Lanta viennent d'arriver sur le bureau de l'avocat. Quant à Glem, la société de production n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais elle va se pourvoir en cassation. Lundi, un nouveau personnage a fait son entrée dans le petit monde du caricaturiste Plantu, donc dans le monde tout court. Jean Sarkozy, fils d'eux, signe particulier, a lâché David Martinon dans la course à la mairie de Neuilly. Mais au fait, comment le dessine-t-on, Jean Sarkozy ? Le père est là, on refait le même, et il n'y a plus qu'à rajouter les cheveux. Alors, les dents, c'est les mêmes, hein. Faut pas oublier la petite goutte quand même, parce qu'il en veut, hein, le gamin. Les deux, c'est il manie le couteau, et le couteau dans le dos, jamais de face, toujours dans le dos. Et le dessin, fait rarissime, a même été repris dans la presse anglo-saxonne. On est des fois un peu dépassé par un événement, parce que je trouve que la mairie de Neuilly, très franchement, c'est pas le gros événement. Enfin bon, on n'a qu'à dire qu'on s'est un peu focalisé sur le côté un peu people de l'élection. Donc je fais avec, tout en le regrettant. Lundi soir, nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien. À chaque diffusion, c'est 8 millions de téléspectateurs en moyenne. Des chiffres qui font pâlir en ces temps difficiles pour la fiction française. 10 ans que Mimi Mati ensoleille les audiences de TF1. Alors nous avons passé une journée avec elle sur le tournage d'un prochain épisode. Julien Dugast. 1, 2, 3. Dans un climat de fiction française en crise, Joséphine Ange Gardien fait figure d'exception, disant que Mimi Mati est Joséphine. Aujourd'hui, la comédienne en a-t-elle marre d'être un ange ? Je m'ennuie pas du tout. J'ai pas du tout l'impression d'avoir fêté mes 10 ans. Comment fabrique-t-on cette fiction à succès ? Action ! Joséphine résistera-t-elle aux séries américaines ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rajeunir Joséphine ? De toute façon, s'il faut rajeunir Joséphine, il n'y a qu'une solution, c'est me virer. Pour le savoir, on s'est incrusté sur une journée de tournage à 45 minutes de Paris. On bloque la caméra, Mimi sort du champ, et on a filmé J'ai envie et voilà. Mercredi, 10h du matin, toute l'équipe de Joséphine est au travail. Objectif, mettre en boîte 3 scènes en une journée. Pas de temps à perdre, un épisode d'1h30 doit être bouclé en 22 jours. Tout à l'heure, il est passé en cuisine au moment de la mise en place. Premier problème, il faut tourner entre 2 avions. C'est terrible ces avions, j'en ai marre. Je vais changer de métier. Changer de métier en 10 ans dans son costume d'ange, Mimi Mati n'a pas arrêté. Infirmière, postière, paysanne, et aujourd'hui... Je suis apprentie pâtissière, glacière, chocolatière. C'est l'une des premières clés du succès de cette fiction. L'héroïne n'est pas enfermée dans un rôle. Ajoutez à cela un décor qui change tout le temps et le fait qu'aucun personnage ne soit récurrent. Résultat, une série qui n'a presque pas pris une ride malgré ses 10 ans. On essaye de surprendre le public tout en gardant des épisodes où il retrouve la Joséphine familière. Donc c'est un équilibre un peu délicat à trouver, mais bon, on espère que ça sera la solution pour durer. Là, mais c'est pas du tout là que je voulais atterrir, moi. C'est un mélange de MacGyver, de Joël Mazar, assistante sociale, de ma sorcière bien-aimée, de Mary Poppins. Elle a un peu de tout ça. Mais il y a beaucoup de psychologie, surtout. Ouais, c'est surtout une série bourrée d'effets spéciaux. Joséphine passe son temps à apparaître et disparaître. Le tout en un claquement de doigts. Seul ombre au tableau, depuis juin, 3 rediffusions de la fiction de la Une ont fait moins bien que FBI diffusé sur France 2. On est face à des gens qui ont beaucoup plus d'argent parce qu'ils amortissent au niveau mondial. Donc il y a une qualité de production qu'on ne peut pas avoir. Ou alors il faudrait tripler les budgets. Donc il faut qu'on fasse avec, quoi. En même temps, Joséphine n'est pas franchement Jack Bauer non plus. Le problème n'est pas de faire exploser un immeuble, non. Ici, les effets spéciaux servent à découper un poulet. Est-ce que tu n'auras pas plutôt Mimi avec sa poularde entière qui fait ça? Tchoc, on retrouve la poularde ici avec tous les morceaux posés là. Non, il faut. Quand elle fait ça, c'est la poularde qui disparaît et entière, la poularde entière qui disparaît au profit des morceaux qui viennent de machin. C'est ça. Beaucoup de vos collègues aussi me disent, mais ça se termine toujours bien. Mais c'est sûr qu'il va pas y avoir 2 morts et il y a un tremblement de terre à la fin d'un Joséphine. C'est pas le propos. Pas de tremblement de terre et pas de vacances pour Joséphine qui tournera dans quelques semaines un nouvel épisode à Bangkok. Le thème, l'adoption. À bientôt, Canal. Ah, dans 10 ans alors. Venez quand vous voulez pour les 20 ans.
Révélation, l'envers du décor, la vérité, les livres chocs sur la télé, anonymes ou pas, usent des mêmes arguments de vente. Mais qu'y a-t-il vraiment dedans? Est-ce aussi explosif qu'on nous le promet? Pourquoi les auteurs se lâchent-ils? Quelle est la stratégie des éditeurs? Les livres qui cassent la télé, le nouveau filon, c'est le Zoom de la semaine avec Vincent Calvet. Depuis le début de l'année, plusieurs livres sortis en librairie cherchent des poux à la télé. Il y a quelques années, un livre sur la télévision, mais ça s'effondrait aussitôt. C'est-à-dire ça ne se vendait pas, ça n'intéressait pas. 3 ans après, la télé intéresse. Il y a une telle audience à la télévision, il y a une telle influence de ce qui s'y dit, que il y a une volonté de savoir ce qui se passe derrière le miroir. Madame, Monsieur, Bonsoir aurait été écrit par 5 journalistes de TF1 qui ont choisi de rester anonymes. Ils nous expliquent que la rédaction de cette chaîne est pieds et poings liée au président Sarkozy et que PPDA serait un tyran. Dans Les Animateurs, le producteur de télé Michel Malocena dresse un portrait au vitriol des différents animateurs-producteurs avec qui il a collaboré. Ce qui est remarquable dans la vague de livres qui paraissent, c'est que souvent, la contestation vient de l'intérieur. Madame, Monsieur, Bonsoir, c'est censé être des journalistes de TF1. Et Les Animateurs, c'est fait par Malocena qui a, lui, travaillé pour tous les gens dont il parle. Si plusieurs livres ont choisi de croquer la télé, c'est d'abord parce que ça fait vendre. En un mois, 85 000 exemplaires de Madame, Monsieur, Bonsoir ont été vendus. Et 18 000 pour Les Animateurs en seulement 10 jours. Et pourtant, l'un des points communs entre ces livres, c'est qu'ils ont été publiés par des maisons d'édition confidentielles. La promotion des livres, c'est à la télé. Je vois pas un grand éditeur prendre le risque de se couper de son principal potentiel de promotion, non. Une fois que le livre est sorti, c'est là que les vrais ennuis commencent. PPDA vous traite de corbeau. Et pas toujours facile de se faire inviter sur un plateau. Ce ne seraient pas les chaînes qui ont refusé de le prendre. Mais manifestement, ils se tiennent. Vous voyez, c'est pas copain, mais c'est copain quand même. Donc ils se tiennent et ils veulent pas qu'on démonisse l'autre parce qu'on sait jamais. Il faut croire que Guillaume Durand est vraiment un esprit libre, puisqu'il a invité l'auteur des Animateurs, Michel Malocena, dans son émission sur France 2. J'ai du courage, je me libère pas d'un poids, j'ai du courage, je suis libre parce que grâce au travail que j'ai fait, je me suis libéré financièrement. Une fois que je me suis libéré financièrement, je me suis dit que je pouvais parler, raconter ce monde sur lequel il y a une omerta totale, absolue. Autre exemple d'un livre a priori difficile à promouvoir, une biographie non autorisée de l'industriel des médias Vincent Bolloré. L'un de ses auteurs, Nicolas Cory, journaliste à Libération, estime que la sortie de son livre a été bien relayée. À une exception près, il savait pertinemment qu'aucun média appartenant à Bolloré n'en parlerait. Il a le contrôle éditorial et il le revendique. C'est pas quelque chose qu'il cache. Vu le succès, on se doute que dans les prochains mois, d'autres ouvrages s'en prendront aux médias. En tout cas, cette tendance nous prouve que parfois, même lorsqu'on lit des livres, on est encore un peu devant la télé. Mercredi, la télé et la radio publique étaient dans la rue. Ni pub, ni soumise, slogan d'une manif sans précédent depuis la fin de l'ORTF. Alors une télé sans pub, d'accord, mais laquelle? Et avec quel argent? Quel nouveau contenu pour les chaînes? Est-ce qu'une chaîne du groupe France Télévisions va disparaître? Toute la profession exige maintenant des garanties concrètes. Et on va en parler avec celui qui est au cœur de ce dossier, le conseiller du président de la République à la culture et à la communication, Georges-Marc Benamou. Il va répondre à nos questions. Georges-Marc Benamou, bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau de Plus Clair. Vous étiez journaliste, vous êtes maintenant conseiller à l'Élysée, vous étiez de gauche, vous êtes maintenant... Je suis toujours de gauche. Vous êtes sarkozyste en tout cas. Je suis de gauche. Quel est exactement votre... Je suis contre le conformisme et contre l'immobilisme. Vous travaillez en tout cas pour Nicolas Sarkozy. Quel est votre job aujourd'hui exactement à l'Élysée ? Conseiller pour la culture et pour l'audiovisuel, et puis conseiller du président dans une équipe formidable pour pouvoir faire bouger ce pays, et y compris l'audiovisuel, et dans le meilleur sens. Qui a-t-il derrière cette décision du 8 janvier ? Ce jour-là, Nicolas Sarkozy fait l'annonce choc d'une télévision sans pub, et visiblement, il prend tout le monde de court, y compris vous. Non. Vous étiez au courant ? Oui, enfin, ça faisait partie des hypothèses sur lesquelles on travaillait. Vous savez, la problématique de la télévision sans pub, elle se pose depuis 20 ans, et elle s'est posée ces derniers mois au moment où Monsieur de Carolis, le président de France Télévisions, réclamait une coupure de pub publicitaire. Et on a bien vu qu'à ce moment-là se posait de manière endémique et depuis plusieurs mois la question du financement pérenne et dynamique du service public. Et à partir de là, un certain nombre d'hypothèses existaient. Vous mettez plus de pubs, ce que voulait M. Carolis, ou mettez moins de pubs. Cette décision donc de la supprimer, c'est un désaveu pour lui. Je crois pas. Écoutez, il n'a pas été écouté. Je crois pas que le service public, on est à rougir du service, soyons clairs, on n'est pas à rougir du service public. C'est pas lui qu'on a écouté en tout cas.
c'est pas lui qu'on a écouté. Le service public est assez différent de TF1, mais peut-être faut-il qu'il le soit encore plus. En tout cas, depuis l'annonce du 8 janvier à l'Élysée, c'est le plus grand flou. Il y a une question qui domine toutes les autres. Comment financer cet audiovisuel public sans publicité? Toujours pas de réponse. Et du coup, pour l'instant, pas de réponse. Et du coup, grosse inquiétude. Ça donne la grève et la manifestation de mercredi, une mobilisation massive de tout le secteur. On n'avait pas vu ça depuis 1974. Un sujet de Laetitia Krupa. Mercredi, vous avez vu ces images. Rien à voir avec les programmes habituels. La seule tranche d'infos en direct, c'était le 20h de France 2. Bonsoir à tous. Alors d'entrée, David Pujadas s'explique. Nous avons décidé de vous présenter, malgré tout, une édition pas tout à fait comme les autres, ne serait-ce que pour vous informer sur ce mouvement. À France Télévisions, le taux de grévistes a frôlé les 50%. Pourtant, l'Élysée avait tenté de calmer le jeu en convoquant dès mardi les responsables syndicaux. Une réunion d'ailleurs très confidentielle. L'accès de l'Élysée était interdit aux médias. Les caméras ne sont pas autorisées à rentrer lorsqu'il n'y a que des conseillers, qu'il n'y a pas de ministre ou le président de la République. Donc voilà. À la sortie, c'est la déception. Le gouvernement, le président sont en train de réfléchir à comment on va combler cette pub, à quel niveau, qu'est-ce qu'on va taxer. Ils n'en savent pas plus que nous à l'heure actuelle. Et ça, c'est une réelle inquiétude. Je pense que demain, nous aurons la plus grosse manifestation de l'audiovisuel public jamais vue depuis la casse de l'ORTF en 1974. Et effectivement, la mobilisation a été massive. Mercredi matin, les rédactions régionales ont débarqué dans les gares parisiennes. À Montparnasse, par exemple, 2 délégations sont arrivées de Bordeaux et de Rennes. Là, déjà, on a les premiers chiffres qui tombent. On est à plus de 90% de grévistes. Tous services confondus, rédaction, techniciens, équipe de film. Mais avant de rejoindre la manifestation, les grévistes avaient programmé une petite visite symbolique. On va rendre visite au musée de la publicité parce que c'est important au moment où on va supprimer la publicité sur les chaînes publiques. Clin d'œil. À 14h, France Télévisions, TV5 Monde, Radio France et RFI sont au rendez-vous, place de l'Alma. Près de 4000 personnes en tout. Public, argent public, radio, télé, on veut pas de Bolloré. Avec le monde qu'il y a, cette mobilisation, elle est historique pour le service public audiovisuel, vraiment. Tout le monde est mobilisé jusque dans les départements d'outre-mer. L'enjeu est capital pour nous tous. Et à tous les niveaux du cortège, c'est toujours la même interrogation. La télé, ça coûte cher, surtout si on nous demande de faire encore plus de qualité, ce qui est très bien. Alors supprimer la publicité, pourquoi pas, mais on vit avec quoi? Nous pensons que c'est un piège qui à terme va se traduire aussi par la vente d'une chaîne de télévision publique au secteur privé. Gérard Leclerc et Philippe Rochaud faisaient partie des rares visages connus dans la foule. Les stars de France Télé, nous les avons cherchés sans grand succès. Oui, alors peut-être que vous avez mal cherché parce qu'il y en a très certainement. Vous êtes sûr de ça? Pas très sûr parce que j'en ai jamais vu beaucoup. Les présentateurs en tout cas d'aujourd'hui sont en grève, ils sont pas là, forcément tous, mais ils font grève. Mais ils ne sont pas là. Mais ils sont pas là. En tout cas, la manifestation a intéressé les médias étrangers, surtout la télévision russe, qui est confrontée en ce moment à la même problématique. Les journalistes russes sont contre la suppression de la pub parce que selon eux, la télévision publique ne pourra pas maintenir la qualité des programmes actuels si la publicité est interdite. Et la BBC, bien sûr, suivait le mouvement. Avoir un président qui veut quelque chose de la qualité de la BBC, mais il faut absolument qu'il réfléchisse avant de... Oui, je crois que M. Sarkozy il fait la comparaison parce qu'il n'y a pas de pub sur la BBC. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais nous, c'est vrai, on a des millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Et qu'en France, il n'y a pas les mêmes moyens que chez nous. C'est toute la question. Aujourd'hui, ces moyens supplémentaires, les grévistes sont bien décidés à les obtenir. Mercredi, le bras de fer a commencé. Madame Alvanel a téléphoné pour dire qu'elle avait modifié son agenda pour nous recevoir à 4h30. C'est non, on veut Sarkozy. Donc dès demain, l'intersyndicale va écrire au président de la République pour lui demander, comme les chauffeurs de taxi, comme les buralistes, à être reçus par Sa Majesté. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimes. L'annonce de cette réunion devrait avoir lieu lundi. Est-ce que Nicolas Sarkozy va donner quelques précisions lundi? La semaine prochaine, en tout cas. Aujourd'hui, les syndicats, ils ne disent, et les salariés de France Télévisions, ils ne disent pas non à une télé sans pub, ils disent seulement comment on va payer ces programmes sans la publicité, l'argent de la publicité, un seul chiffre. Avec la suppression de la pub, il faudrait 1,2 milliard d'euros
par an à trouver. On les trouve où? L'engagement du ministre de la Culture est que ce sera à l'euro. Compensé euro par euro, c'est ce qu'elle dit. Qu'il n'y aura pas de crise du service public sur le financement. Comment? Ce sera d'abord le financement de la publicité sur les chaînes privées, de ce qu'on appelle le surplus de la publicité sur les chaînes privées. Vous savez que TF1 et M6 ne sont pas vraiment d'accord? Et c'est normal qu'ils soient dans le rôle et qu'ils ne soient pas contents. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on fait des cadeaux à TF1 et qu'ils ne sont pas contents et nous contester en disant qu'ils ne sont pas contents de la réforme. Ensuite, une taxe probablement sur la téléphonie mobile et sur l'accès à Internet, sur lesquels réfléchissent un certain nombre de techniciens, et puis d'autres hypothèses qui sont peut-être l'électronique grand public. En ce moment, il y a des gens tout à fait compétents qui travaillent, qui essayent de réfléchir et qui associeront les parlementaires, c'est important, les représentants des Français, et qui associeront aussi les industriels à cette réflexion. À quoi va ressembler cette télé publique que veut Nicolas Sarkozy? Concrètement, il y aura quoi comme programme? D'abord, ce sera une télévision qui ne sera plus sous le diktat, la tyrannie de cette audience que tout le monde dénonce depuis des années. C'est-à-dire? L'État, il y a 20 ans, a privatisé la première chaîne de télévision française, la chaîne historique TF1. Et depuis lors, un véritable trouble s'est créé. On a demandé aux dirigeants de France Télévisions de faire l'audience de TF1 et d'avoir l'image d'Arte. On a tout de même un PDG de France Télévisions qui a dit non à la télé-réalité, qui a mis des soirées Maupassant, qui a mis du théâtre en prime time. Est-ce que ça, c'est une télé publique qui est un exemple à poursuivre? Attendez, on a les dirigeants de France Télévisions, que ce soit M. de Carolis ou ses prédécesseurs, se sont toujours plaints de cette schizophrénie. L'audience de TF1 et l'image d'Arte. On a beau faire Maupassant et c'est louable, il n'y a pas que Maupassant. Mais la culture, c'est Maupassant, mais c'est aussi la modernité. La culture, c'est aussi la culture populaire. Écoutez, moi je ne suis pas un censeur. Je pense qu'on va, les grandes soirées de variété. D'une part, réfléchir sur les contenus. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette télévision publique? Elle sert à quoi? Quels sont ses programmes? Quelles sont ses spécificités? Quels sont les positionnements, comme on dit, les identités éditoriales de leur chaîne. Et deuxième inquiétude, effectivement, trouver très vite les voies d'un financement pérenne et dynamique. Vous savez quel est le calendrier? Vous dites très vite quel est le calendrier? Dans l'année 2009, et probablement avant l'été, il y aura une loi qui permettra de voir accoucher d'un nouveau service public de télévision. Il y a énormément d'obstacles. Il y a le Sénat, le Conseil constitutionnel, Bruxelles qui va probablement dire non à des taxes supplémentaires. Vous savez des choses. Vous êtes sûr que ce sera fait pour le 1er janvier 2009? Parce que c'est une course d'obstacles. Écoutez, en tout cas, la réforme commencera à se mettre en place en 2009. Donc elle ne se sera pas fait au 1er janvier 2009. Mais personne n'a parlé du 1er janvier 2009. C'est une réforme qui a attendu 20 ans, sur lesquelles les hommes politiques, plus de 20 ans, sur lesquelles les hommes politiques ont souvent calé. Et là, nous ne calerons pas pour le bien du service public. Je ne vois pas pourquoi, et je ne comprends pas pourquoi, une réforme qui a été demandée ardemment par un certain nombre de syndicats et par la gauche, parce qu'elle est faite par Nicolas Sarkozy, serait forcément mauvaise. Il y a là du procès d'intention qui n'est pas acceptable. Est-ce que toutes les chaînes du service public, les 5 chaînes, vont être conservées en l'état? Le président et le Premier ministre, la ministre de la Culture, ont parlé d'un périmètre conservé. Et il y a le périmètre des chaînes actuelles. Aucune privatisation? Écoutez, non, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Ségolène Royal, cette semaine, qui demande le retrait de cette réforme de l'audiovisuel public, affirme que cette réforme a été faite pour déstabiliser le service public et elle dit des amis du pouvoir ont eu des promesses de privatisation. Oui, mais bien sûr. On l'a entendu également dans la manifestation, c'est la crainte. Mais bien sûr, mais ce sont des mauvais procès. Madame Ségolène Royal, qui faisait partie du gouvernement Jospin, aurait été bien inspirée de faire en sorte que la réforme Jospin aille jusqu'à son terme. Merci, en tout cas, Georges-Marc Benamou, d'avoir répondu à nos questions sur cette réforme du service public qui est donc en cours. En cours et qui aboutira. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. À suivre, après la pub, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Nathalie Renou et Stéphane Rothenberg, l'Observatoire des séries, la télé des voisins, vous retrouverez aussi la Webzone et bien sûr notre invitée Véronique Jeunesse est avec nous dans un instant, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite comme promis, le zapping. Quand 2 personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé. Cette semaine, Nathalie Renou et Stéphane Rothenberg se renvoient la balle. On regarde. Stéphane, avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? Arthur. Et je sais pas
Pourquoi? Quand as-tu pleuré devant la télé pour la dernière fois? J'ai peut-être pas pleuré, mais j'ai été émue quand Clara Rojas a retrouvé son fils Emmanuel en Colombie. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appartement? Non. De me faire marrer dans une soirée, oui. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? J'hésite entre Guy Lagache et Mélissa Theriault. Quelle est selon toi l'émission la plus idiote du PAF? C'est quoi l'amour? C'est pas l'émission elle est pas mal, c'est le titre. Avec quel animateur ou animatrice du PAF prendrais-tu une douche? Mélissa Theriault. Quelle est l'émission à laquelle tu ne participeras jamais? L'île de la Tentation. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker? Sandrine Quétier sur 50 minutes Inside. C'est l'une des filles les plus géniales du PAF, mais sur cette émission, il faut qu'elle dise à sa styliste de faire quelque chose. Il y a un petit problème, parce que voilà, mais c'est juste ce petit truc. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télé, ce serait laquelle? Top modèle. Chante-moi ton générique de télé préféré. Ok. Tan tan taran tan tan. Tan tan taran tan tan. C'est les premières notes de Dexter, mais voilà. Est-ce que tu connais un animateur ou une animatrice qui a eu recours à la chirurgie esthétique? Je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parler. Tu arrêtes la télé demain, tu fais quoi? J'ouvre une pizzeria à Monaco. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? Pire ennemi, on va dire MD, mais c'est pas Michel Drucker. Ta marionnette préférée au Guignol? Il y en a plein, mais allez, on va dire Philippe Lucas. Et puis c'est tout. Voilà, une interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Stéphane Rothenberg tous les mardis soirs sur M6 dans Pékin Express. Nathalie Renou présente, elle, le 12-50. C'est le JT de la mi-journée, c'est tous les jours et c'est toujours sur M6. Autrefois, les Simpsons, c'était la famille américaine tout sauf correcte. Jurons, blagues douteuses et morale mise à mal, avec au passage un soupçon d'anti-bouchisme. Bref, c'était la satire de l'Amérique moyenne. Aujourd'hui, les Simpsons vendent des voitures dans une pub qui est diffusée depuis quelques jours en France. Comment on en est arrivé là? Ça et le meilleur des séries françaises et étrangères, c'est avec Vincent Calvet. Depuis une dizaine de jours, les Simpsons essayent de nous vendre une voiture. Pas de baratin, mon pote, on est venu s'abriter, c'est tout. Voir les Simpsons faire la promo d'une grande marque automobile française, ça peut surprendre. Tu veux ma photo? Car depuis 18 ans, cette série d'animation a plutôt l'habitude de tout tourner en dérision. Avec cette semaine la sortie en DVD du film Les Simpsons, on peut voir que l'esprit corrosif de la série est toujours là. Qu'y a-t-il, Ned? Le Seigneur me demande de confesser quelque chose. Gay. Je suis outrageusement fier de notre communauté. S'ils sont toujours aussi transgressifs, c'est la faute de leur créateur Matt Groening. Il est à la fin des années 80 une des grandes figures de la contre-culture américaine. Matt Groening est connu pour ses positions radicales sur la politique américaine. L'un de ses plus grands souvenirs liés aux Simpsons, c'est une déclaration de George Bush père alors qu'il était président. He said America should be more like the Waltons than the Simpsons, okay? And it was like, you know, it was the greatest thing ever. Mais l'anticonformisme de la série n'a pas effrayé les créatifs français qui ont signé cette pub. Même si avoir Homer et les siens dans un spot, ce n'est pas chose simple. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. D'habitude, il y a l'agence, le client. Là, en plus, il y a les ayants droit, il y a les dessinateurs, il y a les agents, les avocats. Donc, il y a un nombre d'intervenants très élevé. Et il faut composer avec tout le monde. Et oui, les créateurs des Simpsons ont mis leur grain de sel dans cette pub. Il faut dire qu'ils commencent à être rodés, car cela fait longtemps que les Simpsons apparaissent dans des pubs aux States, qu'il s'agisse de nous vendre du poulet frit, un processeur informatique ou une console de jeu dernier cri. Et ça se passe partout dans le monde. C'est justement parce qu'ils sont connus pour se moquer de tout que les annonceurs raffolent de cette famille. C'est vrai que les Simpsons ont une attitude un peu rebelle, contestataire, mais finalement, c'est ça qui amène de la crédibilité aux propos. Après tout, peut-être que faire de la pub, c'est un bon moyen pour ressouder cette famille qui en a bien besoin. To spend more time with your family, priceless. Yeah, I heard you the first time. Stupid voiceover. À partir du 25 février, on pourra découvrir sur la chaîne française Sci-Fi Painkiller Jane, une série télé inspirée d'un comic book, avec dans le rôle titre la comédienne Kristanna Loken. On a voulu que la série soit sombre et brutale, et on voulait que Jane soit crédible pour le téléspectateur. Je voulais que les gens se disent qu'elle leur rappelle quelqu'un qu'ils ont connu. Cette ancienne mannequin devenue comédienne s'est fait connaître il y a 5 ans dans le film Terminator 3. Pas étonnant donc de la retrouver dans une série télé SF. Elle est une agent des stupes recrutée par une société secrète afin de traquer des mutants. What the hell is this?
Listen to me. My name is Andre McBride. I'm a government agent. The man beside me is producing a hallucination. You can't trust what you see. You sure you can believe what you're hearing any more than what you're seeing? He's a genetic aberration. We all have our problems. Comme Kristanna Loken est apparue dans de nombreuses séries télé, on a voulu jouer avec elle pour voir si elle se souvenait des noms de ses différents personnages. Alors elle s'appelait comment dans Hellworld? Paige Sorbel. Et dans la série Pacific Blue? Non, je m'en souviens pas de celui-là. C'était quoi? Claire. Claire. Dans Sliders? C'était sympa, on a tourné à LA et aucune idée du nom de mon personnage. Dans la série Mortal Kombat? Taja. Et dans Star Trek Voyager? Je ne me souviens pas du nom de mon personnage, mais je me rappelle que je faisais partie d'un groupe de femmes qui se servent de leur pouvoir sexuel ou quelque chose dans le genre. Alors 2 bonnes réponses sur 5, ce n'est pas la moyenne. On pourra quand même la retrouver à partir de la semaine prochaine sur Sci-Fi. Et là, elle s'appelle Jane. Bon, là c'était facile, son nom est dans le titre. Elle avait dit, soit j'arrête, soit ça bouge. Elle est restée jeudi 28 février, 20h50 sur TF1. Vous retrouverez Véronique Jeunesse, mais une Julie Lescaut comme vous ne l'avez jamais vue. Adieu la banlieue, la famille, le mari, bonjour Paris, la vie de célibataire et les nouveaux collègues. Comment rester un blockbuster de TF1 quand on est à l'antenne depuis 15 ans? Véronique Jeunesse a peut-être la recette magique. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Divorcée, mutée à Paris, nouveau bureau, nouveaux collègues. Ah, dans Julie. Ah, ben évidemment, j'ai cru que j'avais divorcé sans m'en rendre compte. Alors c'est vrai que depuis 15 ans, vous, c'est Julie Lescaut et Julie Lescaut, c'est vous. Exactement, oui. Voilà. Divorcée, mutée à Paris, changement de vie, changement de quartier, changement d'environnement, voilà. Vous avez tout renouvelé, vous disiez, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre du côté charentaise. Est-ce que Julie Lescaut devenait un peu ringarde? Ringarde, je sais pas. Moi, je trouvais que ces derniers temps, sa vie de famille devenait trop charentaise. C'est-à-dire que on m'avait remis avec quelqu'un qui avait le même métier. Au bout de 2 épisodes, j'étais déjà maquée définitivement. Ça ronronnait. Ça ronronnait. Je trouve que ça manquait d'humour. J'arrivais, je disais non, les enfants, faudrait retrouver un petit peu de vie. Mais ça n'avait pas forcément. Moi, j'avais pas forcément demandé de divorcer ou même de déménager. Mais je voulais qu'on retrouve. Et c'est surtout dans la forme. Je trouvais que arriver tous les matins au commissariat et faire bonjour, la nuit a été bonne. Je trouvais que dans la forme, ça devait évoluer. Et quand vous dites soit ça bouge, soit j'arrête, vous avez failli arrêter vraiment? Non, alors ça, je sais pas où est-ce qu'on a été chercher ça, on n'arrête pas de mettre ça. Dans la presse. Ben oui, mais il faut croire que la presse dit pas toujours la vérité, parce que moi, c'est pas du tout mon truc, ça. Vous en avez discuté avec la production, avec TF1. Vous avez demandé ces changements. Mais je n'ai pas seulement demandé, c'est-à-dire que c'est arrivé à un moment où tout le monde avait envie que ça change. TF1 avait envie que ça bouge. TF1 aussi, la production TF1 voulait que ça bouge, la production voulait que ça bouge. Alors tout le monde voulait peut-être pas bouger tout en même temps, et je crois qu'à un moment, c'est moi qui ai un peu provoqué la true, ça avec une discussion avec Takis. Takis Candilis, c'est le directeur de la fiction à TF1. Lui, voilà. il était partant, il vous a dit oui. Totalement partant, mais ce qui était très drôle, c'est que tout le monde était partant, mais personne n'osait vraiment se le dire. Ils avaient même peur de me dire qu'il fallait changer des trucs, alors que moi, je demandais depuis 3 ans que ça bouge. Bon, on va se faire une idée de cette Julie Lescaut New Look. On va regarder quelques images. Quoi de neuf dans Julie Lescaut? Résumé avec Vincent Calvet. Oui, bonjour. Julie Lescaut à l'appareil. Mon nom vous dit quelque chose? Bien sûr qu'on la connaît. Julie Lescaut est là depuis 15 ans, mais le 28 février, le prochain épisode de cette série risque de beaucoup vous surprendre. Ça parle pratiquement que de cul. Qui baisse qui s'est fait faire quoi par qui? Non, enfin pas dans l'épisode qu'on a vu. Par contre, premier changement et de taille, le titre. Merde. Exceptionnellement, ce n'est plus Julie Lescaut, mais Julie à Paris. Et oui, la commissaire la plus connue de TF1 est montée à la capitale. Elle s'est installée dans un nouvel appartement et sa fille a bien grandi. Et en ce qui concerne le boulot, elle est mutée dans un nouveau commissariat flambant neuf et surtout elle travaille désormais avec une nouvelle équipe. Voici ses 3 nouveaux mulets. Bon, au début, ça ne se passe pas franchement super bien. Elle nous prend pour des débiles, hein. Mais on peut faire confiance à Julie pour qu'elle trouve les mots afin que son équipe soit bien soudée. Ce que je vous demande, c'est si vous avez quelque chose à me reprocher dans ma manière de travailler, il faut me le dire. Mais alors pourquoi tous ces changements dans cette série vieille de 15 ans? Ça devenait trop lourd. En fait, il s'agit d'un relifting voulu apparemment d'un commun accord par TF1 et les producteurs de la série. Sans me prévenir? Si, sans doute. L'idée étant d'amener du sang neuf dans cette histoire. Non, mais j'ai absolument pas l'intention de leur prête. La nouvelle Julie est donc plus urbaine, plus cool et encore plus rousse. Une Julie Lescaut tellement new look qu'on l'a imaginée dans un blockbuster américain.
In a city where danger is at every corner, one cop decides to follow only one rule. Her own. Julie in Paris. J'aimerais bien qu'on se tutoie. C'est possible? Coming soon. Beaucoup plus moderne, plus rousse en tout cas déjà. Plus rousse? Oui. Je sais pas, vous avez vu ça, mais non. Ah, un peu plus rousse qu'avant quand même, encore plus flamboyante en tout cas. Ah bon? Ça doit être la lumière. Je pense que c'est plus ça la lumière. C'est la lumière de Paris. Non, je pense que c'est la lumière du chef opérateur parce que les yeux aussi, des fois j'ai les yeux marrons, des fois j'ai les yeux verts. Ça dépend vraiment de la lumière, quoi. On en est à 77 épisodes aujourd'hui. Vous avez la réputation d'être intraitable, vous le dites vous-même, sur le scénario. C'est ce qui vous tient à cœur. Ah oui, oui, parce que c'est d'abord un film, c'est d'abord un bon scénario. C'est ce qui est le plus difficile à avoir, je dirais. Et je suis pas toujours au top de la satisfaction. Ça veut dire vous en discutez de manière parfois assez musclée avec votre producteur? Oui, non, pas le producteur, dans la séance d'écriture avec l'auteur, le directeur de collection, la responsable de TF1, la responsable de la production. On est beaucoup autour de la table à discuter, chacun se battant un peu pour son bout de gras, c'est-à-dire que la production, parce qu'il faut pas que ça coûte trop cher, donc faut pas surmultiplier les décors ni les acteurs. Vous tenez un blog sur MySpace et à la rentrée, vous écriviez, moi je suis assez contente des 2 derniers scénarios, donc dont celui-là. Mais fouille dans mon blog. Ah bah je me renseigne, mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Enfin, il faut pas trop en demander. Qu'est-ce que ça veut dire aller encore plus loin? Qu'est-ce que moi, vous aimeriez? je pense que moi j'aurais été beaucoup plus loin. C'est-à-dire? Mais peut-être que financièrement ça tient pas la route et peut-être. Moi j'irais beaucoup plus loin dans le sens. J'aurais muté Julie, moi, avec plus dans un poste où elle a plusieurs brigades sous les ailes, avec beaucoup plus d'antinomie, avec plein de gens. J'aurais surmultiplié les problèmes. C'est pas possible sur TF1? C'est possible. Je pense que c'est aussi. Peut-être que ça coûte trop cher, ou j'en sais rien. Il faut pas quand même penser qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où est parti cet argent qui fait que tout coûte si cher. Mais honnêtement, c'est ni dans ma poche, ni dans la poche du producteur, parce que rien n'a augmenté pour nous depuis plus de 3 ans au niveau de l'argent à dépenser. Par contre, tout le reste autour coûte beaucoup plus cher. Donc, et c'est pas les techniciens non plus. Donc, je sais pas qui se met de l'argent dans les fouilles. En tous les cas, c'est pas. En tout cas, vous avez reconnu dans la presse encore, mais vous avez reconnu que puisque c'était une des séries les plus regardées, vous aviez logiquement un des salaires les plus importants en matière de J'ai un fiction très bon française. salaire. On parle de 260 000 € par épisode. Moi, je suis encore en francs puisque mon salaire n'a pas bougé depuis que j'avais des francs. Alors, je sais combien je touchais en francs, mais en euros, je vois vraiment pas trop ce que ça fait. Là, il y a 2 épisodes qui sont en boîte. Vous allez en tourner d'autres. Vous avez signé pour combien d'épisodes? Là, j'ai re-signé. On en prépare 4 pour cette année à tourner, 4 pour l'année prochaine déjà. Donc on le signe. Je crois qu'on les signe 6 par 6 ou on sait pas. On verra. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre, j'en sais rien, jusqu'à ce que le public en ait marre. J'ai fait plein d'autres choses à côté, donc je sais pas, pour l'instant, tant que j'y trouve mon compte, et financier, et de plaisir, parce qu'il faut que tout soit ensemble, je pense que je suis pas quelqu'un à faire des concessions. Si demain, vraiment, ça me lasse et que j'y arrive plus parce que ça m'embête, je le ferai plus. TF1 use et abuse des séries américaines en ce moment. Les experts, parfois, c'est diffusé 3 fois par semaine. Est-ce que vous qui faites de la fiction française, vous trouvez qu'il y a trop de séries américaines sur TF1? Non, ça durera le temps que ça durera. Et je dirais même que plus ils en mettent et plus ça les use. Vous n'êtes pas que Julie Lescaut dans la vie et à la télévision, vous êtes également productrice avec votre mari à la tête d'une société de production qui s'appelle Sam et compagnie. C'est Julie Lescaut qui vous a donné le confort nécessaire pour prendre ce risque de la production? Oui, l'envie, puis l'envie de développer des projets, parce qu'en fait finalement, faire une maison de production, c'est pas si sorcier que ça. Je veux dire, on prend pas de l'argent de sa poche pour tout. Je veux dire, on prend pas des risques finalement aussi énorme que ça, c'est juste avoir envie de développer des projets et d'être un peu plus responsable de ce qu'on fait. Avec La Dame des Yeux, vous aviez rencontré le succès, j'imagine que ça vous a conforté. Est-ce que vous avez d'autres projets aujourd'hui? J'ai d'autres projets, mais bon, disons, je dirais que les circonstances actuelles font que sur TF1, ils sont pas forcément prêts à les suivre parce qu'ils sont un petit peu... je dirais que c'est la politique de TF1 et l'objectif rendement total. C'est trop interventionniste. C'est que tout à coup, moi, je trouve que quand j'amène une histoire et qu'on me dit c'est bien et qu'après on va me transformer
dormait trop l'histoire. Il y a un moment, je dis, bon, bah non, je la reprends, je vais la faire ailleurs. Vous êtes prête à vendre votre projet à France 2 Oh, ou bah à évidemment, France 3, et puis je serais ravie de le faire, de le faire pour eux, c'est en sans cours publicité. Est-ce que c'est en cours? Je vais pas tarder à y aller, j'attends que tout ça se tasse un peu. En quoi ça consiste? C'est un téléfilm qui parle de quoi? C'était sur l'Alzheimer, c'était en fait plus une histoire d'amour, une grande histoire d'amour sur fond d'Alzheimer et de sacrifice. Voilà, c'est une très belle histoire. Et en tant qu'actrice, vous avez dit j'aurais adoré jouer dans l'auberge espagnole ou dans Camping. Comment vous expliquez que le cinéma ne fasse pas plus appel à vous aujourd'hui? Bon, parce qu'il n'y pense pas, puis il y pensera demain quand je deviendrai incontournable parce que je serai la seule vieille du cinéma français, j'en sais rien. Non, mais je veux dire, voilà. Non, mais est-ce que vous croyez que le public est prêt, lui, à vous suivre complètement, ailleurs que dans Julie Lescaut? Ah, bien, d'ailleurs, il le prouve. Il m'a suivi à plus de 12 millions dans Un amour de cousine. Il m'a suivi à plus de 8 millions dans La Dame d'Isieux, qui n'était pas un film facile. Et à chaque fois, il m'a suivi. Donc, je pense qu'il me suivra au cinéma si le scénario est bon, si le film est bon et s'il a envie d'aller le voir. Merci en tout cas d'être venu nous parler de toute votre actualité, de tous vos projets sur le plateau de Plus Clair. Merci Véronique. Merci de m'avoir reçu. On va passer à tout à fait autre chose. Notre télé des voisins, Lily Allen, a été révélée grâce à MySpace. Elle en a fait une émission de télévision. Mardi soir sur la BBC, la chanteuse lançait un show inspiré du site internet. L'idée, recevoir des célébrités, des nouveaux artistes et ses amis virtuels. On pensait que les Anglais avaient enfin trouvé un nouveau format magique. C'est un flop. Karima Hamzaoui. Mardi soir à 22h30, la chaîne anglaise BBC Three diffusait ce show. I'm Lily Allen and these are my friends. Lily Allen, ça ne vous dit rien? Allez, petit indice sonore. Derrière ce tube, qui n'est pas qu'une musique de pub, Lily Allen, une artiste british révélée par MySpace il y a à peine 2 ans. Si à travers cette émission, elle est amenée à faire découvrir de nouveaux talents, un peu comme elle avait pu bénéficier du net à l'époque, à ce moment-là, ça devient intéressant parce que elle apporte quelque chose. C'est plus uniquement une présentation d'un jeu de divertissement. Le principe de cette émission allie le divertissement classique à l'interactivité du net. En gros, ça donne un public constitué essentiellement de ses amis sur MySpace, de films internet postés sur sa page, mais aussi de vrais artistes du moment comme le célèbre humoriste anglais David Mitchell, qu'elle questionne comme l'un de ses potes. David, have you got any special talents? I can play the beginning of The Entertainer on the piano. Et toi Lily, t'as une botte secrète? I can put my fist in my mouth. Okay. Okay. Autre invité de cette première émission. Please welcome Cuba Gooding Jr. Et quand l'acteur américain arrive sur le plateau, la température monte d'un cran. Usually I'm naked, but it's up. You feel free to get naked. No, fuck it. Lily Allen and Friends, c'est l'émission où tous ceux qui cartonnent sur le net se retrouvent sur un plateau télé, comme la star web du moment en Angleterre, Taz Zonday, une voix un peu spéciale. L'émission s'est terminée sur un groupe inconnu, mais pour lequel, encore une fois, tous ses amis du net ont voté et ça a donné ça. Comme BBC Three, c'est une chaîne de jeunes, on est allé voir si ici en France, chez MTV par exemple, ce genre d'émission pouvait les intéresser. Il y a un vrai phénomène des artistes qui se font connaître sur Internet. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rentrent dans la couche de ce qu'on appelle le mainstream. Donc ils ne rentrent pas dans le grand public. Il ne faut pas confondre le buzz Internet et le fait d'être vraiment une star. Et c'est ça qui fait l'audience de la télévision, c'est des stars et des événements et des images incroyables. Et ce monsieur d'MTV n'est pas le seul à penser cela, puisqu'à peine 255 000 téléspectateurs ont suivi ce show outre-Manche. Un véritable bide, comme quoi la notoriété, ça ne suffit pas. Really? Bon, nous, on attend quand même son prochain album, prévu pour le mois de juin. À côté de Neuilly-sur-Seine, Paris fait figure de ville plutôt tranquille, quelques parachutages, mais dans l'ensemble des candidats au municipal déjà connus. Au milieu de tout cela, on avait oublié l'outsider, une blonde qui veut soutenir 2 activités essentielles dans la capitale, le shopping et le clubbing. Paris Hilton se présente sur le net. Comment cette opération de com s'est-elle montée? Nous avons rencontré les auteurs de ce coup virtuel, Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Des grosses voitures à la place des Vélib, des agents de police en tenue olé olé, l'hôtel de ville repeint en rose. Tout ça, c'est sur le site de Paris Hilton, candidate au municipal dans la capitale. Évidemment, c'est un canular imaginé par des jeunes pros de la com qui veulent redorer l'image de Paris grâce à Paris.
peut-être un peu pour prendre, disons, à contre-pied ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire des politiques qui deviennent people. Là, pourquoi pas des people qui deviennent politiques. On a l'exemple avec Schwarzy, gouvernateur, comme il est appelé, pourquoi pas Paris, à la mairie de Paris. Une grosse blague potache, ok, mais en plein dans l'actu, du pain béni sur lequel les journalistes se sont précipités. Le site était en ligne un dimanche soir, et lundi soir, on était sur LCI est à vous. Paris ne sait plus quoi faire pour faire parler d'elle. Paris Hilton se lance donc dans la politique. D'autres médias se sont intéressés à nous. iTélé est venu, Europe 1, Laurent Ruquier dans son émission. Et en fait, ce qui a beaucoup fait aussi, c'est le papier dans le Parisien. Et les radios ont suivi, Virgin, Europe 1, Fun, Voltage, Le Move, Oui FM. Voilà, des journaux en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie. En une dizaine de jours, le site a reçu plus de 100 000 visites. Paris Hilton a jusqu'au 9 mars, date du premier tour des municipales, pour se manifester. À part ça, dans la webzone, qui sera élue reine de beauté lors du bal du lycée? C'est le thème de la série Prom Queen qui a débarqué en France cette semaine sur le site de la chaîne Fille TV. D'où vient cette obsession américaine pour le bal? Tous les jours, un nouvel épisode d'1 minute 30 est mis en ligne. Une série pour ados où des garçons trop beaux et des filles aux cheveux tout lisses se tournent autour sans jamais rien faire. Non, je suis désolé, je veux pas. Viens par ici. C'est juste que... C'est juste que quoi? Quoi? Je peux pas. Créée par l'ancien patron de Disney, la première saison de Prom Queen a été diffusée sur le net aux États-Unis en 2007. Avec un gros carton à la clé, plus de 15 millions d'internautes ont visionné la série. Enfin, dans la webzone, elle, c'est Obama Girl, la supportrice #1 du candidat à la présidentielle américaine, Barack Obama. Depuis le début de la campagne, elle a mis en ligne une dizaine de clips de soutien à son chouchou. Avec son 95D et ses 6 millions de visites, Obama Girl est devenue la coqueluche des médias américains. Obama girl. Obama girl. Obama girl. Obama girl. Obama girl. Obama girl's at it again. I'm definitely gonna vote for Senator Obama. Bon, Obama Girl a un peu menti. Voilà ce que révélait cette semaine la chaîne américaine CNN. Pour les primaires du Super Tuesday, au lieu d'être ici en train de voter, Obama Girl était ici à une fête pour une marque de vodka Manhattan. Prise en flagrant délit de lâchage de son candidat, Obama Girl a annoncé qu'elle préparait une nouvelle vidéo pour expliquer son absence des isoloirs. Voilà, plus clair, c'est fini. Vous retrouvez l'émission sur le site canalplus.fr. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.